Concernant cette exposition, elle est comme le fait de collaborer avec le Secours catholique Caritas France pour le collectif vraiment un geste fort. Ça nous tient beaucoup à cœur de pouvoir travailler sur ces thématiques de la précarité, de la pauvreté, de l'exclusion en France. Et d'autant plus cette année avec 3 artistes formidables. Je vous remercie vraiment pour cette collaboration. Ça a été un plaisir de travailler avec vous 3. Vous représentez vraiment avec chacun de vos travaux la diversité qu'on peut retrouver dans la photographie sociale et dans la photographie en général aussi. Vous avez vraiment chacun une écriture photographique qui vous est propre, des démarches créatives qui vous sont propres aussi, et en même temps vous parvenez avec un angle narratif très fort à nous communiquer des histoires qui sont personnelles mais aussi collectives et qu'il est vraiment important que nous puissions comprendre et auxquelles vous nous sensibilisez avec ces travaux. Donc merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Je suis photographe, je travaille sur les violences faites aux femmes. C'est un travail qui se décline en 3 chapitres et Héroïne 17 est le premier chapitre de ce travail au long cours. Donc Héroïne 17, c'est une série qui rend hommage à des jeunes femmes qui ont toutes connu une situation de rupture familiale dans leur enfance et qui donc doivent se battre 3-4 fois plus fort que les autres pour arriver au même niveau, alors même qu'elles n'ont personne sur lequel s'appuyer pour grandir et se construire. Donc j'ai pu constater 3 conséquences à la rupture familiale qui sont un placement ASE, donc un placement à l'aide sociale à l'enfance, un parcours de rue, un parcours d'errance, parfois des passages dans des centres d'hébergement d'urgence. Et on peut constater que 40% des SDF qui ont entre 18 et 25 ans viennent de l'aide sociale à l'enfance. Et la rupture familiale, ça laisse aussi une plaie ouverte, une plaie énorme chez les jeunes femmes qui laissent la place parfois à de mauvaises rencontres. Et on peut constater l'utilisation de la prostitution comme un moyen pour s'en sortir. Donc Héroïne 17, j'explique le titre. 17, ça fait référence à cet âge charnière où j'ai pu constater de nombreux cas de rupture familiale. C'est aussi une année très stressante quand on a 17 ans et qu'on vient de l'aide sociale à l'enfance parce que c'est une année donc, où les jeunes filles sont préparées à l'âge fatidique de leurs 18 ans, où elles devront être autonomes, alors que d'autres personnes plus chanceuses peuvent poursuivre leur adolescence. Elles doivent basculer dans une vie d'adulte et se battre seules. Donc je voulais être au plus juste pour définir ce que c'est que la rupture familiale. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Camille, qui fait la 4e de couverture du livre, qui m'a écrit quelque chose de très joli pour cette description et je voudrais vous la transmettre. Donc elle m'a décrit la rupture familiale avec ces mots. Chaque parcours est différent, mais il y a la même blessure d'un exil immatériel, celui de devoir quitter ses racines, sa famille, son milieu. Il y a différentes périodes de vie, enfance ou adolescence, dans lesquelles on se sent perdu dans différentes identités, à la fois adulte et enfant, et avec le temps, on apprend de ces différences. La rupture familiale, c'est l'idée d'un grand voyage solitaire, sans personne comme point de repère. Et donc je voudrais juste conclure en remerciant les personnes principales de ce projet, donc les jeunes filles qui ont eu beaucoup de courage pour témoigner de leur parcours. Et puis vous pouvez saluer Eria qui fait l'affiche de toute famille. Ce que je souhaite remercier, c'est toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ce travail. Donc, ce que vous pouvez voir au mur ici, parce que c'est une histoire un petit peu particulière que j'avais pas décidé, enfin, j'avais pas choisi qu'elle se passe comme ça. Donc, j'ai rencontré Thierry, qui marche depuis 25 ans, qui est un ex-légionnaire en rupture avec la société, en rupture avec le monde entier, je dirais. Et que j'ai pu héberger à un moment parce qu'il était dans la difficulté. Je l'ai rencontré dans un petit village du Loir-et-Cher, là où j'habite. Nous avons sympathisé, on a beaucoup parlé. Il s'est passé quelque chose d'assez fort entre lui et moi. Je lui ai posé la question, enfin mon idée première était de le suivre dans la rue, de passer quelques semaines avec lui pour tenter de comprendre c'est quoi exactement cet état de vivre dans la précarité, de dormir dehors. Il a d'abord accepté, et puis il a disparu. Donc je n'ai jamais revu Thierry, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Par contre, j'ai tenté de le retrouver au dernier endroit où il avait été aperçu, c'est-à-dire dans la ville de Besançon, qui était une ville que je ne connaissais pas, que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et j'ai surtout eu l'occasion de découvrir toutes les personnes qui vivaient à la rue de Besançon.
que j'ai interrogés en leur demandant est-ce que vous connaissez cet homme-là, je le cherche. Ce sont des personnes aussi qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont beaucoup ému, qui sont des personnes comme vous et moi, avec un petit truc de cassé, évidemment. Donc j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin que la photo, parce que j'ai trouvé là les limites de ce qu'est la photographie. C'est simplement ce qui peut être une simple représentation du réel, mais j'avais besoin de témoignages, j'avais besoin de paroles. Donc j'ai laissé le micro ouvert, je les ai laissés parler. C'est pour ça que le travail qui est ici n'est pas forcément totalement accompli, mais que les textes sont importants parce qu'ils ajoutent énormément à ce qu'on peut voir. Et ce qui permettait aussi de ne pas tomber dans une sorte d'esthétique de la précarité. Voilà, donc je remercie beaucoup les gens qui m'ont parlé et qui m'ont appris quelque chose de plus sur la vie et sur la photographie que je pratique depuis une trentaine d'années, mais c'est une histoire qui m'a porté et qui m'a ému, et j'espère qu'il portera aussi les gens qui la regardent et qui l'écoutent. Merci. Merci à vous tous d'être là ce soir et d'avoir affronté ce froid polaire pour venir voir des photos. La Grasse, c'est un petit village dans le sud de la France, entre Narbonne et Carcassonne, un village qui m'est cher, où je vais depuis que je suis petite. Et c'est dans ce village que j'ai photographié. C'est un village qui est connu pour son abbaye. Il y a une abbaye sublime du XIIIe siècle, et un peu moins pour son CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, qui est pourtant en plein cœur du village. Et c'est ce CADA, plutôt ces résidents, que j'ai photographié pendant 1 an et demi. Et je voudrais bien sûr remercier avant tout et surtout tous les résidents de ce CADA. Et j'ai le plaisir d'ailleurs d'avoir la visite ce soir de Salimata et Daouda et leurs enfants, qui sont aujourd'hui à Paris, que j'ai rencontrés à la Grasse. Et eux, comme d'autres, m'ont ouvert leurs portes, m'ont laissé rentrer chez eux. L'étrangère, c'était moi. Ils ont eu ce courage de me laisser rentrer, d'avoir c'est extrêmement intrusif d'avoir un appareil photo chez soi en plus, et quelqu'un qui vient se poser dans votre salon et vous poser des questions. Ils ont partagé avec moi leur récit, les émotions qui peuvent vous traverser dans ce moment très spécial qui est la demande d'asile, vivre dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est à la fois un moment de rupture dans le parcours migratoire. Tout à coup, on pose ses valises. On sait qu'on a un toit sur la tête, un toit pour ses enfants. On se sent en sécurité pour quelques temps seulement, parce que c'est aussi un moment où on n'est plus vraiment en possession de la suite de l'histoire. On reste dans un CADA, dans un centre d'accueil, le temps que la demande d'asile soit traitée par les services de l'immigration. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 ans. Après ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on m'a dit, on ne sait pas quand on arrive, on ne sait pas quand on sort. On ne sait pas si on va pouvoir rester en France, on ne sait pas où on ira derrière. Et pendant ce temps-là, comme tu me l'as dit, Daouda, un jour, il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre. Parce qu'on n'a pas le droit de travailler, on ne peut pas passer le permis, on ne peut pas déménager. Si on déménage, on perd ses aides. La Grasse, c'est un très joli petit village, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce qui m'a intéressée dans ce travail, c'est pas tant de documenter d'une manière très classique comment on y vit, comment on y dort, comment on y mange. J'ai plutôt voulu témoigner ou rendre compte de cette attente, comment l'attente s'immisce dans les lieux et les personnes. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien à faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus la main sur la suite de son histoire? Donc merci à vous d'être là, merci à tous les résidents qui ont accepté de partager ce moment de grande fragilité et vulnérabilité. Et j'aurais pas pu faire ce travail sans vous. Donc j'espère qu'il vous rend hommage, parce qu'il est aussi pour vous. C'était vraiment, y compris vos 3 témoignages très jolis, mais maintenant il est temps qu'on puisse continuer à en discuter en regardant les photos, et merci infiniment d'être là dans tout ça.